BFM Business, le Club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, c'est l'événement annuel à la même période qui fige l'état du marché en fin d'année et qui ouvre des perspectives donc pour l'année suivante, la conférence de presse annuelle des notaires sur l'immobilier en France. Oui, dans cette grosse actualité cette semaine autour du pouvoir d'achat, quelle est l'évolution des prix à Paris comme en région bien sûr? Où les prix s'envolent-ils? Qui peut acheter? Que peut-on acheter aussi? À quoi va ressembler l'année 2019? L'immobilier, c'est le sujet qui vous passionne et c'est la raison pour laquelle on vous propose un numéro spécial du Club du droit. Gros plan sur le pouvoir d'achat immobilier. Nous irons d'ailleurs sur le terrain donc au cours de cette heure. Nous serons à Caen, nous serons à Rouen, à Nice, ailleurs encore, vous le verrez. Rendez-vous donc pendant cette heure avec Jean-François Ambert. Bonjour maître. Bonjour. Président du Conseil supérieur du notariat. Henri Buzicazo, bonjour. Bonjour. Président de l'Institut du management des services immobiliers. Sandrine Alonier est avec nous également. Bonjour Sandrine. Bonjour. Directrice des relations banques de vousfinancer.com. Et Éric Alouche, bonjour. Bonjour. Directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. Alors, les notaires, vous avez donc mené l'enquête, comme chaque année, avant de découvrir le détail de l'étude dans un instant. Les grands enseignements tout de suite avec Erwan Morisson. On se retrouve juste après. Premier constat, ça se calme du côté des transactions. Leur nombre se stabilise depuis le début de l'année après avoir atteint des records pendant 2 ans et recule même en Île-de-France de près de 2%. Les records s'expliquaient notamment par des conditions de crédit très favorables. Ça se calme également au niveau des prix, avec une hausse un peu supérieure à 3% qui devrait rester du même niveau l'année prochaine. Quelques exceptions dans des villes comme Lyon ou Nantes où les prix de l'immobilier continuent de grimper et progressent même de 19% à Bordeaux. Finalement, seul le marché parisien reste complètement déséquilibré selon les notaires. Avec toujours beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix du mètre carré pourrait atteindre les 10 000 € l'été prochain. Mais là encore, il s'agit bien d'acquéreurs et non d'investisseurs, ce qui éloigne le risque spéculatif. Voilà, donc il a dit beaucoup de choses. Erwan Morisson, évidemment, on va revenir sur chacun des points qu'il a abordés. Erwan, on va détailler tout ça. Maître Imbert, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, donc, après avoir mené cette enquête 2018 ? 3 choses, semble-t-il. Effectivement, 2018, c'est un marché qui est dynamique, qui confirme les années antérieures. C'est un marché en même temps qui est peut-être en phase d'atterrissage. Ça a été rappelé à juste titre pour un certain nombre de raisons. Et troisième point, parce que c'est un marché qui reste fragile. C'est un marché qui est extrêmement dépendant de décisions qui sont prises sur un plan politique, par exemple, ou de décisions de nature fiscale sur les taux d'intérêt. Et donc, il faut veiller à ne pas déséquilibrer un marché par des décisions qui seraient précipitées. Ouais, on reviendra justement sur tous ces changements 2018 et puis ce qui nous attend donc en 2019, d'ici quelques jours. Juste un mot pour planter le décor, chacun un mot, un cours. Comment qualifier l'année 2018 qui se termine? Henri Buzicazo? Pour moi, elle a été en demi-teinte. Oui. Les chiffres ne rendent pas compte d'une inversion de tendance. On a encore un bon niveau de transactions. Ce n'est pas le cas dans le neuf. Or, il y a un lien entre les deux. Et on voit que cette fin d'année, il y a un essoufflement. Très clairement, l'année 2019 sera le juge de paix. On va basculer dans quelques jours d'une année à l'autre. La tendance au ralentissement, très probablement, va-t-elle se confirmer. Sandrine Alonier, vous financez. Moi, je dirais que ça a été une année surprenante parce que finalement personne ne s'attendait à une année aussi dynamique avec un nombre de transactions qui va dépasser le record de l'année dernière et avec un début d'année surtout qui a été très compliqué. On était à moins 30% à peu près en volume d'activité sur le premier trimestre et après un beau rattrapage boosté par des taux où là aussi on s'attendait à une hausse. Donc finalement on se rend compte que dans l'immobilier, chaque année on a des surprises et c'est ça qui est passionnant. Ça faudra nous parler tout à l'heure dans le détail des taux. Ça c'est votre job chez Vous Financez, Sandrine Alonier. Éric Alouche, ERA Immobilier.
Oui, alors écoutez, concernant cette année, c'est une très bonne année, comme ça a été dit. Je crois qu'il faut rester vigilant, notamment par rapport aux mesures qui pourraient être prises. Là, on reparle encore de plafonnement des loyers, qui risque de faire fuir un certain nombre d'investisseurs. Ça envoie un signal qui peut être considéré comme négatif par beaucoup pour investir, notamment à Paris, où on répond finalement à une pénurie par un plafonnement, chose qui n'est pas la meilleure chose à faire, des choses à faire. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, mais c'est une excellente année et j'espère qu'on continuera sur cette lancée, mais je pense qu'il faut rester vigilant. Alors, les notaires ont mené l'enquête, hein, je vous le disais, donc le nombre de ventes, 956 000 en France, en progression de 0,8%. Bon, ce ne sera pas encore le million cette année, Jean-François Imbert. Non, le cap du million ne sera certainement pas dépassé. Alors c'est vrai que 956 000 mutations, ça peut paraître extrêmement élevé. C'est un tout petit peu plus que 2017, où il y en avait 10 000 de moins. En revanche, il y a un taux qu'il faut prendre en considération, qui est celui de 3%. Depuis une vingtaine d'années, sauf en période de crise, comme entre 2008 et 2010, mais c'est le parc de logements dans son ensemble qui tourne pour 3%. Or, ce parc de logements, il augmente chaque année de 1%, même si on construit moins aujourd'hui. C'est un taux qui est 2 fois plus élevé que ce que nous connaissions dans les années 60-70. Et donc, actuellement, nous avons, par rapport aux 35 millions, en gros, de logements qui existent en France, dans le secteur privé, nous en avons 3% qui, chaque année, changent de propriétaire. Mais nous ne serons pas au million en 2018. Et ce chiffre de 3%, c'est comment vous le... C'est ce que nous constatons. C'est un chiffre élevé ou pas? Je ne me rends pas compte. Henri Buzicazo. Non, ce n'est pas un chiffre élevé. Et pour moi, je ne partage pas l'idée que l'année 2017 avait été exceptionnelle et que 2018, qui est à peu près au même niveau, est exceptionnelle. Je crois que les besoins en logement liés à la mobilité, liés aux évolutions sociologiques, sont à ce niveau-là. Et donc, c'est autour du million qu'on se porte bien. Ça veut dire que si on vient à baisser de 20, 30 ou 40 000 transactions, je considère que c'est une pathologie et qu'il n'a pas à s'extasier devant ce niveau-là. C'est un marché de besoins. Qu'on parle des investisseurs qui vont loger des locataires qui ont eux-mêmes des besoins ou qu'on parle d'accédant à la propriété, on parle d'un marché de besoins. Si on met de côté les résidences secondaires... On pourrait faire mieux, vous pourrez faire plus, oui, c'est ça? On peut faire mieux, on peut faire plus. Ça signifie que c'est effectivement un marché très fragile, qu'on parle des discours politiques qui peuvent être dissuasifs, qu'on parle de certaines mesures financières, fiscales, voire civiles, juridiques, comme l'encadrement. Ça peut dérégler ce marché. On a besoin, pour moi, de l'ordre du million de transactions en France pour que les ménages soient satisfaits. C'est ce que je disais. Et on n'y est pas encore. Alors, les tendances sur Paris et... Oui, pardon, Éric Alouche. Juste un point, je crois que ce qui nous importe, si on veut que le marché continue à être prospère, c'est la fluidité. Et on a vraiment besoin de fluidité à tous les niveaux, que ce soit au niveau des plus-values, que ce soit au niveau aussi de la libération. Et il est ou pas fluide ce marché? Il n'est pas suffisamment. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'est pas suffisamment fluide parce que finalement c'est la clé, c'est ce qui conditionne le reste. Si on a des choses qui sont bloquées, comme par exemple l'encadrement que je citais tout à l'heure, c'est sûr que ça n'incite pas les gens à investir. Quand vous voyez le rendement à Paris, voilà, il n'y a pas assez de produits, donc les prix montent. C'est tout à fait mécanique. Quand vous voyez aussi au niveau du foncier, il faut libérer du foncier. Quand vous voyez aussi au niveau des normes, il faut arrêter de rajouter des normes en permanence. Tout ça, ça fait monter les prix. Donc c'est des facteurs de tension du marché. Jean-François Imbert. Pour aller dans le sens des 2 précédentes interventions, c'est l'alerte que nous avions faite dans le courant du printemps et de l'été sur un bruit qui avait couru, selon lequel les droits de mutation, ce qu'on appelle un peu rapidement les frais de notaire, erronés, les frais de notaire, les droits de mutation pourraient augmenter parce que les collectivités territoriales auraient besoin de financement. Nous avions bien fait valoir que augmenter les droits de mutation, cela conduirait inévitablement à casser une dynamique et à restreindre le marché dans ce qu'il a besoin, effectivement, pour répondre aux attentes, aux souhaits des personnes ça, c'est enterré, ça qui sont en mutation. A priori, c'est un débat qui serait derrière nous. Alors, les prix, puisque vous en parliez il y a un instant, Éric Alouche, transition toute trouvée, les tendances sur le territoire, l'ensemble du territoire déjà. Les prix, est-ce qu'ils sont à la hausse ou à la baisse dans les grandes villes? Déjà, Jean-François Imbert, Henri Buzicazo, Sandrine Alonier. S'il y a une caractéristique également du marché, c'est une certaine homogénéité. C'est-à-dire que tous les prix augmentent, sauf exception, sauf à Saint-Étienne, par exemple, mais sauf exception. Ou à Grenoble. Tous les prix augmentent. Alors, ils augmentent davantage dans certaines villes. Sur la France métropolitaine, ça nous fait une hausse de 3,4% sur un an. Que ce soit en Île-de-France ou que ce soit en province, les prix augmentent effectivement entre 2,5 et 4,5%. Alors, les maisons augmentent plus en province qu'en Île-de-France. C'est l'inverse pour les appartements. Mais le taux d'augmentation des prix
exception faite de Paris Intramuros, mais qui est un peu particulier. Mais l'augmentation se situe entre 2,5 et 4%. Donc les prix immobiliers ont poursuivi leur progression, mais à un rythme moins soutenu que les années précédentes. Oui, alors on peut se réjouir du ralentissement de la hausse. Enfin, à l'arrivée, on a tout de même encore des hausses supérieures à l'inflation, donc de nature à désolvabiliser la demande ou à exclure certains ménages, d'investisseurs ou d'accédants. Et puis, on a des niveaux de prix aujourd'hui sur les métropoles, dans les grandes villes, qui sont inquiétants. On va revoir le détail simplement, justement. Mais en France, le prix moyen il s'élève actuellement à 3 900 € le mètre carré. Par Île-de-France, quand même, j'aurais qu'on s'y intéresse un moment, parce que c'est Erwan Maurice qui nous en parlait tout à l'heure. La bonne tenue de l'activité, elle s'est prolongée en Île-de-France, avec une hausse annuelle des prix qui pourrait dépasser 5%, donc en cette fin décembre 2018. Une activité toujours historiquement élevée, nouveau record de prix. Et à Paris, justement, regardons ces chiffres. Le prix au mètre carré qui devrait dépasser 9 600 € à la fin du mois de décembre. On parle de 10 000 € mi-2019. Oui ou non, Éric Oui, Allous? absolument, absolument. Les prix montent à Paris, les prix continuent d'ailleurs à monter, surtout dans certains arrondissements, comme ça a été démontré dans l'étude des notaires. Est-ce que tout ça va s'arrêter? Je ne pense pas, parce que tout simplement, il y a une demande et il y a une offre qui est insuffisante. Donc, on a un phénomène mécanique tout à fait logique, qui est l'augmentation des prix. Et on voit donc les arrondissements à Paris, le plus cher, le 6e, 13 000, plus de 13 000 €. Le moins cher, pour l'instant encore, le 19e à 7 800 €. On n'a pas connu d'assagissement des prix, donc Sandrine. Non, pas du tout. Mais moi, quand je vous vois vous réjouir de ce marché dynamique et finalement des prix qui augmentent et qui témoignent de ce marché dynamique... Attendez, je me réjouis de rien du tout. Je constate simplement, Sandrine. Je trouve que c'est assez problématique parce que finalement, cette hausse de prix, elle a été possible cette année parce que la demande a été là, boostée un peu par le niveau très bas des taux. Et les banques, finalement, accompagnent un peu ce mouvement du marché. Et c'est tant mieux. Nous, on l'a constaté dans le montant moyen emprunté en France. Il a augmenté de 10 000 € en moyenne. On est passé de 170 000 à 180 000 € empruntés en moyenne. Donc, on va voir ce qu'on peut avoir pour cette somme-là après. Et à Paris, ça a augmenté de 15 000 € le montant moyen emprunté. Pourquoi? Parce que les banques ont gardé des taux extrêmement bas alors qu'elles auraient dû les remonter, faisant le choix de peser un peu sur leur rentabilité pour ne pas casser ce marché qui était un peu difficile en début d'année. Et aussi parce que les banques allongent la durée des crédits. On a même vu revenir des banques sur 30, 35 ans et on a aussi la durée moyenne des prêts qui a augmenté de 1 an. On le verra tout à l'heure. C'est possible, mais pour combien de temps? À propos des primo-accidents, oui, c'est ça, oui, bien sûr. C'est possible pour combien de temps? Donc certes, on peut accompagner un peu ce mouvement de hausse de prix, mais à un moment, à mon avis, ça risque de faire blocage. Et aujourd'hui, à Bordeaux, il y a des gens qui ne peuvent plus acheter, à Nantes, à Lyon, qui sont obligés d'acheter en périphérie. Et c'est aujourd'hui un des problèmes de notre société. On va partir à Nantes dans un instant. Juste toujours rester sur Paris, puis après on verra ce qui se passe, les grands écarts donc en province. Sur Paris, une augmentation quand même de presque 7% des prix, ce que vous avez pointé dans votre étude, Jean-François Imbert, donc les notaires. Un arrondissement sur deux maintenant est au-dessus des 10 000. Alors surtout, ce que l'on constate également à Paris, c'est qu'il n'y a plus, comme on avait pu le voir il y a une vingtaine d'années par exemple, des arrondissements très chers et des arrondissements bon marché. Tout à fait. Aujourd'hui, tous les arrondissements, sans exception, y compris ceux de la périphérie, sont devenus extrêmement onéreux. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez à juste titre, effectivement, sur l'accompagnement qui a été celui des banques, avec des taux d'intérêt très faibles. C'est effectivement ces taux d'intérêt très bas qui ont permis de rendre solvable la clientèle. Hormis Paris Intramuros, là encore, ce qu'il faut tout de même bien constater, c'est que les prix aujourd'hui, corrigés de l'inflation, sont inférieurs à ce qu'ils étaient au pic du 4e trimestre 2011. Il y a eu une baisse de prix dans les années 2011, 2015, 2016, qui est en train de se rattraper, mais en dehors de Paris, le point n'a pas encore été rattrapé si l'on corrige ces prix de l'inflation. Alors, Paris, évidemment, qui est une sorte d'exception quand même, bien entendu. Et puis, la province, bien sûr. Regardons ce qui se passe en région avec de fortes augmentations, donc, comme Bordeaux, comme Lyon, comme Nice, comme Lille, qui sont les 4 premières villes les plus chères en France. Nantes également, tiens, justement, avec des prix élevés. Et des villes victimes de leur succès. Alors, comment est-ce qu'on gère justement sur place à la fois cette hausse des prix, cette pénurie?
Nantes, justement, 5e ville la plus chère de France, hors Paris et région parisienne. Le reportage d'Antoine Copper sur place. Nantes fait partie de ces villes françaises dynamiques. Sa population augmente de plus de 1% par an, soit 8500 personnes supplémentaires chaque année. Un rythme 2,5 fois supérieur à la moyenne française. Conséquence de cet accroissement, une demande immobilière plus importante et des prix qui augmentent. Au cours des 10 dernières années, la facture s'est envolée de plus du quart. Un marché qui crée donc une certaine pénurie, selon maître Thierry Thomas, notaire à Nantes. Il y a une pénurie de biens sur le marché immobilier ces derniers temps. Donc dès que nous rentrons des biens en vente au prix du marché, il ne reste pas en vente plus de 15 jours, 3 semaines. Un marché dynamique qui s'explique en partie par des infrastructures et des programmes d'aide aux primo-accédants. La bonne tenue du marché s'explique par plusieurs phénomènes. Tout d'abord, une volonté de la collectivité au niveau de l'agglomération de promouvoir les transports collectifs structurels, tels que le tramway, le busway. Une agglomération qui est bien cernée par un périphérique qui la ceinture. Et puis également une politique volontariste de la part de l'agglomération qui est mise en place dans pas mal de secteurs de l'agglomération. Des programmes permettant aux primo-accédants de pouvoir acquérir, sous forme notamment de location-accession que l'on voit se développer sur l'agglomération nantaise. Des prix qui augmentent, une pénurie de biens, mais la métropole ne souhaite pas stopper son développement. Et pour favoriser l'installation de nouveaux arrivants, elle appliquera dès le premier trimestre 2019 le PLUM, le plan local d'urbanisme métropolitain. Ce dispositif définit notamment les règles à suivre pour satisfaire le marché immobilier face à l'afflux de nouveaux arrivants à l'horizon 2030. Par exemple, l'ensemble des villes de la métropole s'engage à construire un total de 6 000 maisons et appartements par an, dont un tiers de logements sociaux. Dans chaque commune, chaque conseil municipal a dû déterminer des secteurs dans lesquels il verrait de manière positive des constructions nouvelles. Nantes sait donc attirer les particuliers, mais elle ne serait pas aussi attractive sans les entreprises, avec des fleurons de l'industrie comme Airbus. Nantes s'enorgueillit d'afficher un taux de chômage à 7% contre plus de 9% au niveau national. La métropole mise sur son attractivité, comme nous l'explique Rodolphe Amaillan, maire de Vertou et membre de la conférence des maires de Nantes Métropole. On a un développement économique que l'on veut là aussi extrêmement puissant. On a le deuxième mine par exemple de France après celui de Rungis. Donc évidemment on développe ce côté économique parce que si vous n'avez pas de développement économique, vous ne comptez que sur le tourisme pour vivre économiquement et ce serait sans doute un tout petit peu moins attractif. D'ici 2030, l'agglomération devrait accueillir 75 000 habitants supplémentaires, ce qui la placera en 3e position des villes où il est recommandé d'investir dans l'immobilier. Voilà, reportage à Nantes. Le cas de Nantes, il n'est pas isolé. Alors, il n'est pas isolé. Il faut se réjouir dans ce pays que l'attractivité de nos grandes villes croisse. Bon, c'est le cas de la ville capitale et puis de bien d'autres, Nantes, Bordeaux, Rennes. Le problème, c'est les conséquences qui jouent contre les habitants ou contre ceux qui voudraient habiter ces villes. Et là, il y a deux problèmes qui justifient, qui expliquent la hausse des prix. Effectivement, on n'est pas dans de la spéculation, on est dans des tensions, simplement, c'est-à-dire une offre qui ne correspond plus du tout à la demande. Le problème, c'est que la métropolisation a pris du retard. On l'entend sur Nantes, on le voit sur Paris. Le Grand Paris, ce n'est pas encore une réalité. Or, l'idée, c'était de multiplier des pôles d'attractivité autour du pôle central et donc de décongestionner la ville-centre de toutes ces métropoles. Le deuxième problème, c'est un vrai cancer, c'est la fracture territoriale. Les villes moyennes, aujourd'hui, et dans la loi Elan, il y a encore des dispositions pour l'attractivité des centres-villes. Ces villes moyennes, aujourd'hui, elles manquent d'attractivité. Alors on ne va pas dans ces villes où il fait bon vivre, les entreprises y vont moins, les ménages y vont moins, et donc c'est un problème d'aménagement du territoire. On a une concentration, on n'en sortira jamais. En effet, pourquoi imaginer, Eric a raison, que les prix cesseraient de monter à Paris? Non, aucune raison, parce que ces tensions ne font que s'accentuer. C'est vrai à Bordeaux, c'est vrai dans ces villes-là. Ouais, d'où ce grand écart donc, dans l'évolution des prix immobiliers des villes, grandes villes, entre grandes villes, et puis surtout entre les autres. Eric Allouche. On voit qu'il y a une multiplicité de facteurs en fait qui convergent. Je parlais de fluidité tout à l'heure. Également, le contexte urbain, le contexte des transports est essentiel. Donc tout ça concourt finalement à s'ajouter, à se multiplier et produit les phénomènes qu'on connaît aujourd'hui. C'est sûr que s'il y a des tensions à Paris, c'est parce que les gens mettent énormément de temps dans les transports, donc ils ont tendance à vouloir habiter plus à Paris, même si la surface évidemment possible, vu le coût du mètre carré est beaucoup plus petite. Voilà, c'est des phénomènes auxquels on assiste. Donc une des manières de régler ces problèmes de tension, d'augmentation des prix,
c'est d'augmenter ces possibilités de déplacement urbain, c'est d'augmenter également la fluidité, ce que je disais. Pour moi, c'est extrêmement important, cette notion de fluidité, et à mon avis, elle n'est pas assez prise en compte aujourd'hui. Voilà, la question de la mobilité, la question du foncier aussi qui manque. Hein. Jean-François Imbert. Et un point très important qui a été évoqué par Henri Buzicazo il y a un instant, c'est la fracture des territoires. Parce qu'on parle beaucoup effectivement d'augmentation des prix. Nous avons également des indicateurs avancés à partir des promesses de vente qui sont signées, de savoir dans 3 mois ou bien par rapport à des mandats de vente qui ont été donnés, ce que pourrait être le marché dans les prochains mois. Et ce que nous voyons effectivement, c'est déjà sans doute une forme de stabilisation des prix, voire même des baisses de prix sur certains territoires. Alors il y a les villes qui restent très attractives, Bordeaux, Montpellier, Aix, Marseille. En revanche, dès qu'on est dans le centre de la France, je citais Saint-Étienne, c'est patent. C'est à la baisse. Voilà. Mais on le trouve également dans des villes comme Orléans. Ah oui. C'est une ville qui est bon marché par rapport aux autres. Le prix est inférieur à 2 000 € du mètre carré. Eh bien, nous prévoyons également que les prix pourraient même aller à la baisse sur une agglomération comme celle-ci. C'est le cas, par exemple, d'une ville comme Reims, comme Dijon. Ah, oui. Donc, faisons attention à ne pas croire que tout se porte bien. Effectivement, il y a les métropoles qui attirent. Et puis, il y a les villes qui souffrent davantage. Henri Buzicazo. Un mot sur l'exemple d'Orléans, il est parlant et symptomatique. La métropole d'Orléans vient de lancer un grand plan de développement de son rayonnement et de son attractivité, en faisant venir des grandes écoles, par exemple. À Orléans, il n'y en a pas. En faisant venir d'autres entreprises. Il y a quelques entreprises leaders. Voilà, la préoccupation aujourd'hui de ces villes qui sont un peu interstitielles, c'est de dire venez chez nous, et c'est d'éradiquer la baisse des prix. Parce que là, pour le coup, il y a aussi une pathologie, mais inverse. On a un appauvrissement des propriétaires dans ces villes-là qui ont des biens qui ne valent absolument pas ce qu'ils devraient valoir. Bien sûr, je comprends. Sandrine Alonier. Nous, on a constaté cette évolution des prix, parce que j'ai fait une étude sur le SMIC et sur le pouvoir d'achat immobilier du SMIC. Ah bah justement, c'est en pleine actualité. Voilà. Justement, au moment où le président de la République parlait de cette hausse de revenus de 100 € pour les salariés payés au SMIC. Alors qu'est-ce que ça donne du coup, cette hausse de 100 €, on a voulu voir ce que ça pouvait donner comme pouvoir d'achat immobilier. Voilà, c'était surtout pour se prêter à l'exercice, parce qu'on sait bien que cette hausse de 100 €, elle va sûrement être allouée à des dépenses courantes. Mais c'était quand même intéressant de voir ça dans 13 villes de France. Déjà, avec 100 € de plus par mois, on peut emprunter sur 25 ans 10 000 € de plus. Et du coup, en partant de cette capacité d'emprunt en hausse de 10 000 €, on a pu faire le calcul par rapport à début 2018. Et par exemple, dans des villes comme Grenoble, on parlait des villes dans lesquelles les prix ont baissé, on peut aujourd'hui acheter 7 mètres carrés de plus, enfin on pourra en 2019, qu'en début 2018, c'est à peu près 50 mètres carrés avec le SMIC, alors que ce n'est que 11 mètres carrés à Paris, et là évidemment le pouvoir d'achat n'a pas progressé. À Rouen, une ville aussi où les prix ont baissé, on est à 48 mètres carrés, à un gain de 5 mètres carrés. Et à Bordeaux, on peut acheter que 24 mètres carrés avec le SMIC. Donc ça pose différents problèmes. Dans les villes où les prix baissent, évidemment, le pouvoir d'achat immobilier augmente parce qu'il est aussi accompagné de légères baisses de taux. Mais 2, avec ce SMIC qui est finalement uniforme sur le territoire, dans un territoire qui est aussi morcelé, on comprend bien qu'il y a des inégalités énormes en termes d'accès au logement. Un SMIC ne vaut pas la même chose à Paris qu'à Brive-la-Gaillarde ou à Montargis. Voilà. Et malheureusement, le SMIC est uniforme. Je voudrais quand même soulever un problème parce que cette hausse de 100 €, ça ne va pas être une hausse de salaire, pas être une hausse réellement du SMIC, mais 80 € vont être à peu près de la prime d'activité qui est versée par la CAF. Donc là, il y a un gros sujet, je lance un appel aux banques, il faut que cette prime d'activité soit prise en compte dans les revenus et comme un revenu pour que ça ait un vrai impact sur le pouvoir d'achat immobilier. Voilà l'enquête de vousfinancer.com. Juste un mot, et puis on va se retrouver dans un instant. On voit en effet donc les prix de Paris, on voit les prix de la province avec certaines villes qui s'envolent justement, même si dans les villes de plus de 200 000 habitants, la hausse des prix apparemment commence un petit peu à ralentir, mais quand même, bon, on a cité Bordeaux, on a cité Lyon, on a cité Lille, Nantes, là où on était tout de suite avec Antoine Copper. Bulle ou pas dans l'immobilier ancien? Un mot, et puis on marque une pause juste après. Jean-François Imbert. Si vous prenez le cas de Bordeaux, effectivement, en 2018, les prix auront augmenté de 18,6%, qui faisait suite à une hausse de pratiquement 12% en 2017, c'est-à-dire 30% d'augmentation en 2 années. Alors ce serait une bulle si on pensait que c'est complètement artificiel et que ça ne s'assied pas sur une réalité économique. Chacun s'accorde à concevoir et à penser que Bordeaux est une ville qui, aujourd'hui, est particulièrement dynamique. Voilà. Effectivement. C'est cohérent, donc, voilà. Ça peut davantage être un rattrapage qu'une bulle. Henri Buzicazo, bulle ou pas?
Non, ce n'est pas une bulle, c'est presque plus grave que ça, parce qu'une bulle, c'est l'espoir qu'elle éclate, qu'elle se dégonfle et que voilà, le tir soit rectifié. Les élus bordelais sont très inquiets. Voilà. Ils sont inquiets parce qu'ils voient que structurellement, ce qu'ils ont créé d'attractivité, ils ont rattrapé d'ailleurs du temps perdu, 20 ans de temps perdu, eh bien aujourd'hui a cette conséquence-là. Sandrine Alonier. Pas bulle, mais marché sous perfusion des taux de crédit et marché alimenté quand même par les facilités des banques. Donc, on parlera des taux avec vous. Des questions sur 2019. D'ici 10-15 minutes. Éric Alouche, RA Immobilier. Il n'y a pas de bulle parce qu'il n'y a pas de spéculation, tout simplement, pour moi. Donc voilà, donc on assiste aujourd'hui. À des besoins, tout simplement. Voilà, faut loger tout le monde. Bon, allez, le pouvoir d'achat immobilier, un gros plan donc au cœur de cette émission spéciale du Club du Droit. On va retrouver dans un instant Jean-François Imbert, Henri Buzicazo, Sandrine Alonier et Éric Alouche. À tout de suite sur BFM Business. BFM Business, le Club du Droit, présenté par Fabrice Lundy. Oui, pour un numéro spécial immobilier hors série qu'on vous propose donc en cette fin décembre, tout simplement parce que les notaires, ils ont fait leurs calculs sur le marché en 2018, avec déjà évidemment en se projetant sur 2019. Et on l'a vu donc des tendances assez intéressantes justement, un marché qui n'est pas complètement fluide, avec un nombre de ventes toujours sous le million. On pourrait faire tellement mieux, nous disait tout à l'heure Henri Buzicazo qui est avec nous. Oui, Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers. Sandrine Alonier, directrice des relations banques de vousfinancer.com qui nous accompagne. Éric Alouche, directeur exécutif de RA Immobilier. Et puis maître Jean-François Imbert, président du Conseil supérieur du notariat. Avant qu'on continue de voir évidemment cette carte de France, moi j'aimerais bien savoir ce qu'on peut acheter justement, quelle surface, avec le même remboursement mensuel. Juste puisque l'année est en train de se terminer, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, c'était l'un des grands éléments de l'année 2018 qui succédait à l'ISF. Très controversé, on en parle beaucoup évidemment à l'occasion de ce conflit en ce moment. Ça a été quoi finalement l'impact de l'IFI arrivé en début d'année? Qui prend la parole, qui me dit? Henri Buzicazo. L'impact réel, je crois que je laisserai le président Imbert le préciser, les notaires sans doute en ont-ils une vision très juste. Je ne suis pas sûr qu'il soit considérable, c'est-à-dire que des ménages aient quitté la France et vendu leur patrimoine immobilier, mais l'impact psychologique, il est considérable, y compris sur ceux qui ne sont pas assujettis à l'IFI. Il a été prononcé un mot assassin, l'immobilier locatif en particulier, mais plus largement l'immobilier. Dans la bouche du président de la République, c'est une rente. On peut d'ailleurs regretter que, non content de l'avoir dit... au début, est-ce qu'il le pense, est-ce qu'il le dit écoutez, encore les 13 minutes qu'il a prononcées lundi dernier pour remédier à la crise, annoncer des mesures, lui ont été une nouvelle occasion de dire qu'il maintenait le cap de la suppression de l'ISF parce que c'était utile à l'économie par différence avec l'investissement immobilier. Je trouve que perseverare diabolicum, il est malheureux qu'il y ait cette vision-là sur l'immobilier au plus haut niveau de l'État, et donc il y a une appréciation malheureuse qui nuit à l'accédant à la propriété le plus modeste, qui se dit mais pourquoi on regarde l'immobilier comme ça? Jean-François Imbert. Je rejoins ce qui vient d'être dit. L'immobilier, c'est 20% du PNB en gros, et c'est également 20% des emplois entre la construction, l'entretien, la rénovation. Donc c'est un secteur clé de notre économie, et chacun sait que l'immobilier n'a de valeur que si on l'entretient et si on y fait des travaux et des dépenses. Donc l'immobilier, ça n'est pas une rente. Alors en ce qui concerne l'IFI, c'est vrai qu'un certain nombre de personnes ont acquitté beaucoup moins, qui avaient des placements de valeur mobilière. En revanche, on oublie tout de même de dire qu'un certain propriétaire paie davantage d'IFI qu'ils ne payaient auparavant d'ISF, parce que les règles, c'est très technique, mais les règles ont été changées, elles ont été modifiées. Donc l'IFI a conduit pour certains, notamment pour des propriétaires de biens immobiliers qui sont donnés en location, a conduit à un alourdissement de la taxation du capital. Alors, que peut-on acheter? Voilà. Alors, imaginons, on a une somme donnée, et puis on va se balader en France. Vous avez fait le calcul, vous, les notaires, par exemple 80 000 €, bon, ce qui est assez modeste, quelque part. On peut acheter un studio à Nice, on peut acheter un 2 pièces à Rouen, on peut acheter un 3 pièces à Amiens, un 4 pièces à Carcassonne, dans le département de l'Aude. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis on a fait l'exercice sur le terrain, donc, allez, on a 200 000 €. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Antoine Copper, il s'est déplacé dans toute la France, on le suit, première étape, la Côte d'Azur.
La première étape de mon enquête m'amène à Nice. Le soleil, la plage, la promenade des Anglais, ses hôtels de luxe et ses immeubles colorés. Nous avons rendez-vous avec Julien Fadeuil, agent immobilier Century 21 à Nice, pour visiter un appartement de 2 pièces en duplex de 41 mètres carrés dans le Vieux-Nice, affiché à 193 000 €. Secteur du Vieux-Nice, à 2 pas de la place Rossetti. Au premier niveau, il y a la chambre avec la salle de bain. Et au deuxième niveau et le dernier étage, on est sur un séjour de 22 mètres carrés, un espace dégagement avec la cuisine américaine dans le séjour. Pour cet appartement, comptez donc 4 707 € par mètre carré. À Nice, le prix médian est de 3 670 € par mètre carré, un prix qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières années, comme nous l'explique maître Laurent Rose, notaire à Nice. Les prix sont demeurés relativement stables. C'est j'allais dire une particularité niçoise en quelque sorte, puisque depuis 5 ans, on a des prix qui restent sensiblement autour de l'équilibre, soit en montant de 1%, soit en descendant de 1%. Je quitte la Côte d'Azur et poursuis mon enquête direction le nord-ouest, la Normandie, Rouen. Ses habitations à pans de bois, le Gros Horloge et la cathédrale. J'ai rendez-vous avec Arnaud Lepastourel, agent immobilier Orpi à Rouen, pour découvrir un appartement de 82 mètres carrés au prix de 191 500 €. Pour commencer, donc un séjour d'environ 26 mètres carrés qui donne sur une terrasse plein sud d'une vingtaine de mètres carrés. On est au dernier étage de l'immeuble. Une cuisine qui donne également sur la terrasse. Le bien dispose donc pour la partie nuit de 3 chambres, dont 2 donnent sur une seconde terrasse, plus petite, mais qui a le mérite d'avoir une très belle vue sur les clochers de Rouen. Ici, il vous faudra donc débourser 2 335 € par mètre carré. Habituellement, ce type de bien trouve preneur parmi des familles rouennaises dans les 2 mois qui suivent sa mise en vente. Troisième et dernière étape de cette enquête, je retourne dans le sud, à Béziers, dans l'Hérault, le canal du Midi, les arènes, les vignobles, et j'ai rendez-vous avec Olivier Dor, agent immobilier à Béziers, qui nous fait visiter une maison de 95 mètres carrés, avec un garage de 30 mètres carrés et 350 mètres carrés de jardin pour 200 000 €. Nous sommes sur une maison F4, 84 mètres carrés habitables, 3 faces, un jardin qui fait 360 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, il y a un séjour qui fait 30 mètres carrés. Une cuisine attenante. À l'étage, on va retrouver 3 chambres. La chambre dite parentale, parce que c'est la plus grande. Chauffage électrique, double vitrage. Comptez donc 2 110 € par mètre carré pour cette maison. C'est donc ici que se termine mon enquête. Au final, 3 villes différentes, au prix varié. Je ne sais pas encore laquelle choisir pour m'implanter. Voilà donc Nice, Rouen, Béziers. Vous auriez choisi quoi, tiens, Sandrine Alonier, là, spontanément? Si c'était si simple de pouvoir déménager pour avoir plus grand et s'implanter dans n'importe quelle ville. Ouais, c'est vrai. Et regardons encore ce qu'ont montré les notaires. 500 000 €. Alors là, on est quand même avec commence à avoir un bon petit chèque. 3 pièces à Cannes, 5 pièces à Annecy. 4 pièces à Sifour-les-Plages, c'est une maison cette fois, donc dans le département du Var. Et puis 6 pièces à Pessac, dans une maison donc dans le département de la Gironde. Ça se justifie toujours, autant ces écarts de prix avec la même somme. Henri Buzicazo, Eric Allouche, ERA Immobilier. Il s'explique par des raisons. Alors, derrière le mot attractivité qu'on a tous prononcé, qu'est-ce qu'il y a? Il y a effectivement des infrastructures, le fait qu'une ville soit très accessible le soit moins. Il y a la culture, l'attrait culturel. Il y a bien sûr les offres d'emploi, les entreprises. Il y a la qualité de vie. Il y a un héliotropisme. Voilà, et on sait qu'il ne fait que s'accentuer. Je ne sais pas si c'est plus agréable de vivre à Nice qu'à Rouen, mais enfin certains le pensent. Il y a un peu plus de soleil. Voilà. Eric Allouche, ERA Immobilier, illustration de ce grand écart dont on parle maintenant depuis quelques minutes. Alors évidemment, cette évolution de prix, cette différence, ce n'est pas un hasard. Ça correspond à une situation économique, ça correspond à des facteurs locaux. Donc ça traduit tout à fait les réalités économiques du terrain et surtout le marché d'offres et de demandes. Puisque évidemment, plus il y a de demandes, plus les prix ont tendance à monter. Oui, et autre comparatif, c'est quelle surface avec le même remboursement mensuel. Ça c'est intéressant ce que vous avez demandé aussi, vous les notaires, Jean-François Ambert. Quelle surface habitable, quelle évolution sur un an sur la base d'un remboursement de 800 € par mois sur 20 ans. Alors on a Saint-Étienne, 181 mètres carrés avec une surface qui augmente. On a également Reims, au contraire une surface qui diminue, 76 mètres carrés. On a Grenoble, ça augmente, 74 mètres carrés. Rennes, c'est à la baisse aussi, 61 mètres carrés. Et puis Nice, 42 mètres carrés, ça ne bouge pas. Paris, seulement 17 mètres carrés. Jean-François Imbert. C'est intéressant ce que vous citez parce que le prix, on peut le voir de 2 manières. Effectivement, le capital, 250 000 €, c'est un montant qui est très important, mais c'est également
un emprunt. Et 250 000 € empruntés sur 20 ans au taux actuel du marché, ça doit faire 1 200 € à peu près par mois de remboursement. Ce qui signifie que si on regarde 250 000 €, on a une maison de 5 pièces à Lille, par exemple, mais on a uniquement un studio à Paris dans le 7e arrondissement. En réalité, pour 1 250 €, on a un studio ou une maison chaque mois. Et cela correspond effectivement à la capacité de remboursement compte tenu d'un contexte économique. On a des revenus, d'une façon générale, qui sont plus élevés dans Paris intramuros que dans une ville comme Béziers, comme celle que l'on a pu voir. Bien sûr. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a de telles différences de prix. Ouais. Ça traduit, vous le disiez très bien tout à l'heure, ça traduit également l'économie de la région et de la ville. Et lorsqu'une ville éprouve d'immenses difficultés, je pense à Saint-Étienne, eh bien évidemment, les prix baissent depuis très longtemps. C'est quoi le cas spécifique de Saint-Étienne que vous avez cité à plusieurs reprises, l'un et l'autre, Henri Buzicazo, Jean-François Humbert? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi les prix sont à la baisse? C'est même un cas d'école parce que traditionnellement, les prix en centre-ville sont plus élevés qu'en périphérie. Oui. Eh bien, Saint-Étienne, c'est le contraire. Les prix en centre-ville sont moins élevés qu'en périphérie. Alors, on le sait, c'est un enclavement. La complexité pour se rendre sur Lyon, le caractère attractif de la métropole régionale, c'est également une économie qui a perdu de l'industrie, qui a perdu des commerces, et donc qui souffre. Oui. On parle aujourd'hui du pouvoir d'achat immobilier. Sandrine Alonier, vous évoquiez tout à l'heure cette mesure annoncée par le président de la République, donc de ces 100 € de plus pour ceux qui sont payés au SMIC. Il y a une grosse nouveauté aussi qui va arriver début de 2019, ou plutôt fin 2019, le 31 janvier. C'est le prélèvement à la source, bien sûr. Quel impact sur l'immobilier? Quel impact sur les transactions? Vous l'avez calculé, vous, chez vous, financé ou pas? Oui, tout à fait. D'abord, on a interrogé les banques parce que, évidemment, voir une partie de son salaire imputée dès le début du mois, on s'est dit que si les banques prenaient en compte le salaire après prélèvement de l'impôt, ça allait fortement venir entacher la capacité d'emprunt. Or, on voit aujourd'hui que c'est la clé pour que les primo-accédants puissent accéder au marché. Alors, les banques nous ont dit que non, ça n'allait rien changer dans leur méthode de calcul et qu'elles allaient bien continuer à prendre en compte le salaire avant impôt qui serait affiché même en plus gros sur la fiche de paye. Donc ça, c'est, si je puis dire, la bonne nouvelle. Mais on sait que le marché immobilier est très impacté par des effets psychologiques et par des effets d'annonce. Et du coup, on a interrogé les Français avec OpinionWay en leur demandant s'ils avaient des craintes. Et 72% des Français expriment des craintes vis-à-vis du prélèvement à la source, notamment en tête la crainte d'avoir des erreurs sur les montants prélevés, mais juste après, une baisse de leur pouvoir d'achat ou le sentiment de gagner moins d'argent. Et on a également interrogé les Français qui avaient un projet d'achat immobilier. Alors, bonne nouvelle, ils sont 15% à avoir un projet d'achat immobilier dans les 2 ans, ce qui est énorme, ça ferait à peu près 4 millions de transactions sur 2 ans, qu'on sait que les Français sont rêveurs. Enfin, en tout cas, parmi ceux-là, ils sont quand même 55% à craindre de pouvoir soit emprunter moins, soit avoir des difficultés à rembourser leurs prêts. Et vous l'avez vu, l'un dans vos agences immobilières, Éric Alouche, l'autre dans vos études, justement, cet effet prélèvement à la source. Éric Alouche, RA. Moi, ce que je crains, c'est l'impact psychologique de tout ça. On sait qu'on est dans un contexte actuellement tendu au niveau social, et je pense que de découvrir sur sa feuille de paye que le salaire a baissé, ça risque d'avoir un impact psychologique extrêmement négatif. Il vaut mieux avoir de l'argent et payer plus tard, même en utilisant cet argent, plutôt qu'en avoir moins au début. Donc je dirais, c'est un problème. Maître Humbert. Alors cet impact psychologique, on va l'avoir incontestablement au début de l'année. Mais la réalité, c'est finalement, il va y avoir un effet de trésorerie positif puisque l'impôt sera payé en 12 fois et non plus en 3 ou en 10 fois. Donc ce qui va être difficile à passer, ce sont les premiers mois de l'année 2019 et je pense que tout rentrera dans l'ordre. Oui, on pourra avoir un effet rattrapage, comme ce qu'on a eu d'ailleurs cette année. En 2018, début 2018, on a eu un très mauvais premier trimestre et finalement après un effet rattrapage. Ça sera qu'un décalage. Mais voilà, mieux vaut quand même prévenir que guérir. Alors, qui peut acheter, justement, une fois qu'on a annoncé tous ces tarifs, dont certains sont très élevés donc dans certaines villes. Focus sur les primo-accédants, très intéressant d'ailleurs. La part des moins de 30 ans. Septembre 2017, dans les appartements anciens, 19,3%. Septembre 2018, 19,8%. Ça veut dire que ça va mieux pour eux. Les primo-accédants ont profité donc des taux
parfois bas, Sandrine Alonier? Oui, alors je pense qu'il y a deux choses. Déjà, il doit y avoir un très fort écart selon les villes. Ce qui était intéressant sur les villes qu'on évoquait tout à l'heure, des villes comme Strasbourg ou comme Saint-Étienne ou d'autres villes comme ça, finalement, avec ces 800 € dont on parlait tout à l'heure, on peut soit louer, soit acheter la même surface. Et c'est ça la clé. Il y a beaucoup de villes en province, celles qui n'ont pas trop augmenté, où on peut acheter et louer la même surface. Donc c'est là où les primo-accédants sont favorisés. À Paris, évidemment, on a beaucoup moins que 20% de primo-accédants. Mais c'est vrai qu'ils ont été favorisés cette année par les banques qui ont souhaité les accompagner en allongeant les durées de prêt, également en proposant leur propre prêt à taux zéro dans certaines régions pour venir pallier ce prêt à taux zéro qui a quand même été raboté cette année dans le neuf notamment et dans les zones détendues. Donc on a encore des dispositifs pour aider les primo-accédants, mais quand même, moi je suis un peu inquiète pour l'année prochaine. Alors justement, sur la difficulté des primo-accédants de trouver un logement, un cas concret à présent. Nous sommes allés à Caen, donc dans le Calvados, pour suivre un jeune couple. C'est le reportage d'Antoine Copper. Valentin est expert automobile et Pauline assistante comptable. Ils ont 25 ans et à eux deux, ils gagnent 2500 € net par mois. Ils sont locataires d'un appartement à Louvigny, en banlieue de Caen. Pour eux, c'est du sérieux. Ils sont ensemble depuis 10 ans et veulent franchir un cap en achetant leur logement. Ils cherchent un appartement en hypercentre, sans travaux, avec une cave et une place de parking. Leur budget, 160 000 €. Le couple compte emprunter la totalité de cette somme pour garder ses économies en cas de coup dur. À Caen, les prix de l'immobilier ont baissé de près de 13% en 10 ans. Une aubaine pour les primo-accédants, notre jeune couple compte bien en profiter. Laurent Hainaut, agent immobilier à l'agence Joly, vient de leur trouver un appartement de 52 mètres carrés avec cave et place de parking dans le centre de Caen à 164 000 €. Donc voilà, on a la chance que ça soit quand même un appartement lumineux. Après, il y a un espace de vie de 18-19 mètres carrés, uniquement sur le séjour. Et vous avez également la cuisine, vous accédez à la chambre. Pour Pauline et Valentin, tous les critères sont respectés. Laurent a vu juste. Ça correspond à ce qu'on recherchait. La cuisine est spacieuse, c'est exposé l'après-midi plein sud. Pour augmenter sa capacité d'emprunt, le couple a dû surmonter plusieurs obstacles. Pour avoir l'obtention du prêt, c'est vrai que j'ai dû changer complètement de branche. Je suis passée d'un 28 heures à un 35 heures. Donc, je suis expert en automobile, donc tout jeune diplômé de la semaine dernière. Ça a d'ailleurs été un problème pour le crédit parce que vu que j'étais pas encore diplômé, ça a été un petit peu compliqué. Pour améliorer leur dossier, le couple a fait appel à un courtier. Grâce à leurs efforts, ils viennent d'obtenir un prêt sur 25 ans à 1,71%. Un taux intéressant, comme nous le confirme Arnaud Kéranguiader, courtier chez Empruntis à Caen. Un primo-accédant sans apport, on est sur des taux moyens aujourd'hui de 1,85 sans apport et jusqu'à 1,40 avec de l'apport. Il est nécessaire d'allonger la durée un petit peu, de 25, 30, voire 35 ans sur certains dossiers. Malgré une augmentation globale des prix de l'immobilier en France au cours des 10 dernières années, la baisse des taux d'intérêt permet d'acheter des biens plus grands qu'il y a 10 ans, comme nous l'explique maître Frédéric Violot, notaire à Caen. Si on regarde le nombre de mètres carrés qu'on peut acheter aujourd'hui et qu'on compare au nombre de mètres carrés qu'on pouvait acheter il y a 10 ans dans une même ville, on s'aperçoit que grâce à ça, on a en fait un pouvoir d'achat immobilier qui a augmenté. On peut acquérir plus de mètres carrés à mensualité constante aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Pauline et Valentin ont fait une offre à 159 500 € qui a été acceptée par le propriétaire. Leur banque leur a donné un accord de principe. Ils sont aujourd'hui les plus heureux du monde. Et ben voilà, on est aussi très heureux pour eux. Voilà le reportage d'Antoine Copper. Sandrine Alonier, on entendait tout à l'heure ce courtier. La durée des prêts s'allonge. Qui prête à 30 ans, à 35 ans, ça va devenir la règle ou ça reste encore l'exception? Alors ça, pour les plus jeunes, je parle. Ouais, on a vu ça cette année parce que comme le marché avait été un peu plus compliqué, les banques ont voulu accompagner les primo-accédants, donc ça a été le cas dans l'année. Mais là, en fin d'année, comme finalement elles ont atteint leurs objectifs de production de crédit, on les a vus un peu plus faire la fine bouche. Alors qu'à un moment, elles demandaient moins d'apport, finalement, si on veut bien 10% d'apport. Il y a moins de concurrence les prêts finalement. Sur 30 ans, en fait, comme la demande est bien revenue sur la fin de l'année, les banques ayant fait leurs objectifs de production de crédit, elles ont été un peu moins lâches, si je puis dire, sur les critères. Donc moi, je suis quand même un peu inquiète pour l'année prochaine parce que tout dépendra des objectifs des banques. Il semblerait qu'elles pensent faire la même chose que cette année. Mais on a eu aussi un gros phénomène en 2018, c'est qu'on a eu la fin des regroupements de crédit, la fin des rachats de prêts. C'est-à-dire qu'avec le jeu de la concurrence, on se faisait racheter son prêt pour avoir un taux plus bas. Là, ça n'a pas été le cas. Et alors que les transactions vont rester stables cette année, la production de crédit au global en France, elle a baissé de 27%. Donc pour
pour l'année prochaine, c'est vrai que les banques restent quand même très enclines à financer les primo-accédants parce que c'est eux qui vont mettre ou qui vont ouvrir des comptes, qui vont avoir une vraie relation suivie avec la banque. Donc les banques cherchent toujours à les conquérir. Mais attention, en fonction du marché, en fonction de leurs objectifs, elles pourraient être plus ou moins strictes. Et on a un deuxième sujet, c'est le taux d'usure. C'est-à-dire que la Banque de France fixe un taux au-delà duquel il n'est pas possible d'emprunter pour pas qu'il y ait des taux qui s'envolent. Et aujourd'hui, le taux d'usure a beaucoup plus baissé que les taux de crédit immobilier. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui parfois ne peuvent pas emprunter, soit parce qu'ils ont un problème de santé, soit parce qu'ils ont eu un taux trop élevé, parce que le risque est trop élevé. Et du coup, voilà, on pourrait avoir une petite raréfaction. Henri Buzicazo. Une observation sur le prélèvement à la source, je suis moins optimiste que mes voisins. Voilà. Et je pense que plus durablement, sur l'année, il y aura des mauvaises surprises sur l'acquittement des loyers ou sur les intentions d'achat immobilier. Sur les taux, là. Les primo-accédants. Tant mieux si ces 20% de primo-accédants, l'année 2018 leur a été favorable. Moi, je crains deux choses. Ils sont les plus sensibles à la dégradation de l'ambiance économique et sociale. Aujourd'hui, elle n'est pas de nature à donner envie de basculer du côté de la propriété immobilière. Et puis la fiscalité locale. Il y a aussi une illisibilité. La taxe d'habitation, incontestablement, pour les plus jeunes acquéreurs potentiels, ça a été un booster. On s'est dit, tiens, voilà quelque chose qui va redonner du pouvoir d'achat. Son financement n'est pas clair aujourd'hui. Et plus globalement, on peut se demander s'il n'y aura pas un report sur la taxe foncière, c'est-à-dire que ceux qui ne la paient pas parce qu'ils sont cohabitants avec leurs parents et qui vont accéder se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette taxe? Qu'est-ce qu'elle va être? Est-ce que je vais avoir les moyens de la quitter? Est-ce qu'elle ne va pas exploser demain? Sur les taux, juste un panorama de 2019, d'après ce que vous sentez, de ce que vous voyez, vous, Sandrine Lalonnier, on est toujours dans une période de crédit bon marché. Ça va être encore une belle année ou pas pour le marché de prêts Oui, mais ce sera peut-être la dernière, puisque ce qui va vraiment jouer, c'est la politique de la Banque centrale. Ah, la BCE, oui, bien sûr. On le disait déjà, mais là, cette année, voilà, il y a la Banque centrale européenne qui envisage de remonter ses taux en fin d'année. Donc c'est vrai que là, on va avoir un premier trimestre, voire même confirmé ce jeudi par Mario Draghi, bien sûr. Tout à fait. Donc on devrait quand même avoir un premier trimestre ou un premier semestre plutôt calme, mais avec quand même une volonté des banques de remonter légèrement leurs taux, parce qu'aujourd'hui, elles ont des marges qui sont très fines sur les taux de crédit immobilier, et elles souhaiteraient en fait prêter plus avec des marges plus élevées. Donc, premier semestre, il faut se précipiter, c'est ça? Non. Si remontée des taux il y a, elle sera plutôt de l'ordre de 0,10 ou 0,20%, ce qui a un impact très faible, c'est de l'ordre de 5 ou 10 euros sur une mensualité d'un prêt de 200 000 euros. Donc voilà, il faut vraiment attendre d'avoir le bien coup de cœur, et surtout dans ces périodes de hausse ou de baisse de prix, d'acheter un bien dont la valeur ne baissera pas dans les années à venir. Jean-François Humbert, président du Conseil supérieur du notariat. Tout d'abord sur les prêts, je crois qu'il faut tout de même rappeler que le taux de défaillance en France est insignifiant, contrairement à ce qu'on peut produire par exemple dans un pays comme les États-Unis. Les banques ont toujours été suffisamment prudentes pour ne pas prêter au-delà de ce que l'emprunteur peut rembourser et n'ont jamais prêté en fonction de la valeur du bien à financer. Donc à partir du moment où il y a peu ou pas de défaillance, le secteur bancaire continue à avoir confiance, évidemment, dans l'immobilier. Sur l'augmentation des taux d'intérêt, je n'ai pas vu qu'il y aurait une augmentation en 2019. J'ai surtout entendu ce que nous avions anticipé, qu'il n'y aurait pas de hausse déjà pour les 6 premiers mois de 2019. Et comme vous le dites à juste titre, s'il devait y avoir une hausse, elle serait modérée, de sorte que je crois qu'il faut rester optimiste pour l'année 2019. Bon, très bien. C'est un début de réponse sur ce qui va se passer donc, dans quelques jours pour ce changement d'année. Éric Alouche. Alors en France, on a environ 58% de propriétaires. Aider les primo-accédants est fondamental parce que ça permet de socialiser les gens, de les intégrer dans quelque chose qui est dans la durée. Donc c'est extrêmement important de conserver des aides pour les primo-accédants. Oui, ça c'est un appel lancé par Éric Alouche qui nous disait tout à l'heure aussi, oui, il ne faut pas aussi encadrer les loyers. Voilà, ça fait partie des vœux donc pour cette nouvelle année 2019. Juste quelques petites questions. Le neuf, on n'a pas du tout parlé du neuf. Alors votre étude portait principalement sur l'ancien, Maître Humbert, mais les tendances du neuf, Henri Buzicazo. Là, ça rejoint le sujet d'Éric. Les aides pour le neuf ont baissé dans la loi de finances pour 2018 et de manière très mécanique, on commence à avoir une baisse des mises en chantier, de la production, des ventes de neuf. C'est sensible pour les maisons individuelles, très net, et pour le collectif, ça le sera en 2019. Juste un dispositif qui est passé assez inaperçu, c'était début décembre, donc dans tout ce conflit, évidemment, toutes ces bagarres diverses et variées. C'est ce nouveau dispositif fiscal pour accélérer les rénovations des bâtiments vides ou en piteux état. Il s'adresse aux investisseurs qui achètent un bien existant pour le mettre en location
à condition que les travaux représentent le quart de l'opération. Voilà, c'est à partir du 1er janvier, ça durera 2 ans. Henri Buzicazo, bien ou mal? C'est très bien, très bien parce que le logement existant, l'ancien, à des fins locatives, a toujours été le grand oublié. On a fait des gros boosters pour le neuf, on a oublié l'ancien, on répare cet oubli, c'est très bien. Bon, un mot aussi sur les étrangers. La France, toujours tendance ou pas? Les étrangers achètent on a retrouvé en 2018 un taux légèrement supérieur à 6%. C'était le taux classique des années 14, 15. Effectivement, c'est la part que les étrangers ont dans ce marché. Alors, davantage dans certains départements, comme la Dordogne, par exemple, dans le milieu de la France. Mais c'est un taux qui est assez stable. Paris reste toujours attractif ou pas pour les étrangers? Je pense notamment à tous ceux qui vont arriver du Royaume-Uni, bien sûr. Sandrine. Non, moi, ce que je voulais dire sur le neuf, excusez-moi, mais c'est qu'on va avoir quand même un sujet, puisqu'on va avoir les élections municipales en 2019, et du coup, ça peut bloquer encore... Oh non, c'est en 20 les municipales. Mais ça, pas cette année, c'est les européennes. Ça a déjà commencé. Ça peut bloquer en effet les permis de construire. La dégradation des relations entre l'État et les collectivités, ça a déjà donné ce résultat. Un petit mot sur les étrangers, c'est pas eux qui font monter les prix. Voilà. Le président Imbert l'a dit, 6%, c'est pas eux qui déforment le marché. Bon, allez, 2019, ça va être quoi? Donc, ça va ressembler à quoi? Déjà, le pouvoir d'achat, parce qu'on parle du pouvoir d'achat immobilier. Il s'est amélioré, il va continuer à s'améliorer, il va se dégrader. Qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, chacun un petit mot. Sandrine Alonier. De grosses différences en fonction des villes, là où les prix montent ou les prix baissent. Mais l'ensemble des emprunteurs pourront quand même continuer à bénéficier de taux bas. Donc on va encore avoir un marché boosté par les taux. Voilà, un marché boosté en 2019. Éric Alouche, RA Immobilier. C'est les taux qui vont déterminer tout. Effectivement, ça vient d'être dit. Je pense qu'il faut être aussi dans une politique d'incitation et pas de coercition. On va passer le cap du million ou pas de transactions, Henri Buzicazo? Le secret, c'est la restauration de l'ambiance économique et sociale et l'inversion des discours publics sur l'immobilier. Bon, allez, conclusion. Jean-François Imbert, président du Conseil supérieur du notariat. 2019, nous pensons que ce sera un marché stable. Il n'y a pas d'indicateur négatif qui laisserait à penser que les conditions se dégraderaient. En revanche, nous appelons effectivement à la prudence sur des mesures fiscales qui pourraient être décidées et qui, au contraire, seraient défavorables. Merci à tous les quatre. Voilà, on a une belle photo donc, du marché de l'immobilier en cette fin d'année 2018 avec évidemment ce qui va se passer, ce qu'on pourra deviner donc, en 2019. Jean-François Imbert, merci, président du Conseil supérieur du notariat. Il est notaire aussi dans le 18e arrondissement de Paris. Henri Buzicazo, président de l'Institut du management des services immobiliers. Très bonne fête de fin d'année à tous. À Sandrine Alonier également avec nous, directrice des relations banques de vousfinancer.com, et puis Éric Alouche, directeur exécutif de RA Immobilier. Voilà pour ce numéro spécial du Club du Droit. À bientôt sur BFM Business.